Et moi, j'ai commencé par vous emmener, faire découvrir un journal. On est vendredi, je vais faire découvrir le journal de demain samedi. C'est un scoop, hein, personne n'avait encore vu ce document. C'est le journal du 19 janvier 1974, on fait un petit bond en arrière. Alors cette fois, on y est. L'aéroport qu'on évoquait depuis quelque temps déjà vient d'atterrir de façon spectaculaire sur l'étape du petit déjeuner. Le préfet a signé l'arrêté qui officialise la création de la zone d'aménagement différé, la ZAD. Et ce jour-là, ce samedi, c'est un week-end, samedi-dimanche, hein. Ce jour-là, les journaux publient le périmètre du futur aéroport international Ouest Atlantique. En ouvrant Ouest France, ou Presse Océan, ou l'Éclair, les habitants de Notre-Dame-des-Landes, de Grandchamp, des Fontaines, de Héric, de Trélières et Vigneux de Bretagne peuvent pointer les fermes, les carrefours, les parcelles situées dans le périmètre. Alors, on citera, vous allez voir, on pourra citer, ici on trouve Saint-Jean-du-Tertre, le Rosier, le Limagou, et puis là à côté on trouve les domaines, la Rolandière, les Fosses Noires, le Moulin de Roanne, la Noë Verte, autant de lieux dont il sera question de nombreuses années plus tard de manière assez intensive, vers 2012 par exemple. Voilà. Alors, le plan de Ouest Atlantique, c'est Ouest Atlantique, c'est ça, oui. Voilà, il est publié. Comment ça se passe à Notre-Dame-des-Landes et dans les communes voisines? C'est à vous de raconter. Certains l'ont vécu avec leurs parents, d'autres l'ont vécu en direct. Julien, Alain, Sylvain. Ça y est, le plan. On tournait autour depuis un petit peu de temps, hein, depuis 2 ans, 3 ans, depuis les voyages de Chouti aux États-Unis, depuis les interviews du député, du sénateur, etc. On en parlait. Cette fois-ci, il est là, l'aéroport. Il prend de la consistance. Il devient réalité. Comment ça se passe sur le terrain? Avant ce plan-là, on a vu un autre plan, encore, qui était un peu plus grand que ça. Parce que Montjean, nous, on était concernés directement. Ça allait jusque sur Eric. Hein, ah bon? Non, mais ça allait jusque sur Eric. Et il était, bon, cette forme-là, il était plus allongé à monter là-bas. Parce que moi, non mais, ma ferme, elle devait disparaître en ce temps-là. Et puis, c'était avant, non mais, oui, de toute façon, on se connaît. C'était avant, non mais dans un premier temps, c'était pas un plan officiel, quoi. Quand ce plan-là a sorti, bon, bah, automatiquement, il est descendu, nous, on s'est trouvé dégagé. Alors, a priori, ça c'est le plan officiel qui a été communiqué par Oui, le préfet à la oui, presse. d'accord. Non mais avant, les plans de l'OREAM et tout ça, oui. Il était un peu plus haut, quoi. D'accord. Et puis moi, je venais de m'installer en ce temps-là. Donc, comme il devait être théoriquement mis en service en 85, c'est ce qu'il nous annonçait à ce temps-là. Quand même, donc c'était court. Une installation, bah, on dit qu'il faut qu'on se débrouille pour... faut qu'on se renseigne, déjà. Donc à partir pour question renseignement, ce qu'on avait fait, nous avons fait avec une équipe, avec Thérèse et Alphonse, et puis dit on va aller voir à Paris, parce qu'ils sont en train de faire celui de Roissy. Il était en chantier. Donc on a pris la voiture et puis on a été à Paris. Voir les gens qui vivaient dessus. Donc c'était, on a pris la voiture, c'est tout, hein, on a fait une journée. C'est la fameuse expédition à Paris, ça? Ouais. Hein? Voilà, le chantier de Roissy. Et Julien en faisait partie aussi? Non. Non, Thérèse Alphonse et Olivier Tric et moi. D'accord. On était à 4 chauffeurs parce qu'on a roulé en permanence. Et puis c'est tout, on voulait voir comment ça se passait. En revenant, bon après, suite à ça, on a fait pris plein de photos, on a fait un montage vidéo qu'on a passé dans les environs. Non mais je sais pas moi, oui, il a tourné quand même pas mal, oui, on avait une 40aine de photos, quoi. Et puis bon, ça faisait une discussion avec du son, quoi. Ça c'était avant la publication du plan d'Azad. Ouais. Exactement, et est-ce que c'était juste avant, juste ou pendant, mais dans ces temps-là, quoi. Dans ces temps-là. Ouais, donc il y avait un travail de préparation sur le terrain pour alerter les habitants puis sur ce qui allait se passer. Sur toutes les communes, quoi. On a vu quand même pas mal de monde, on faisait des réunions de 10, 20 personnes, quoi, pour se tenir au courant de comment ça se passait là-bas, quoi.
on n'a pas été voir le chantier, ça ne nous intéressait pas spécialement, parce que c'était dans le bourg de Roissy, tout ça, on a vu des écoles, parlé avec les instituts, c'était le plein chantier, quoi. Donc les gens, bah, ils étaient emmerdés pour travailler aussi, quoi. Donc il dit c'est ça qui nous arrivera si on l'accepte. Un avant-goût de ce qui se préparait pour Notre-Dame-des-Landes. Eh ben oui, c'est ce qui. Parce que Chouetti, non, qui c'est qu'il voulait 7000 hectares, hein, pas 1500 hectares. C'était ridicule pour lui. Donc là-bas, il partait comme sur des surfaces beaucoup plus grandes aussi déjà, voici même en ce temps-là. C'est pour ça qu'on a été voir. D'accord. Et puis, c'est tout. Après, bon, bah, ça continue, nous, à partir de là, bon, bah, en gros, c'est là que ça a dû démarrer, que, bah, je sais pas, moi, on n'était pas forcément au nom de l'ADK, hein. C'était non, la CIPA plutôt. Non, l'ADK. Oui, c'était l'ADK qui était faite là. Non, mais c'était plutôt un groupe, bon, bah, de gens aussi extérieurs à la ZAD. L'ADK, bon, c'était quand même normalement. On traduit là? Ouais. Association de défense des exploitants concernés par l'aéroport. Mais il fallait être concerné justement. Créé 2 ans plus tôt, c'est ça? Ouais, il fallait être concerné justement. Un an plus vite. Tandis que ce groupe-là, bon, bah, finalement, c'était des gens plein de gens extérieurs aussi à la ZAD. Alors, dans l'ADK, il y avait qui? Qui était adhérent de l'ADK? Bah, il fallait être exploitant, quoi. Que des exploitants? Il me semble que dans le règlement, il fallait être exploitant. Oui, mais il y avait aussi des sympathisants, parce que je me rappelle que Claude Collin en faisait partie. Oui, ça s'est élargi très vite, mais oui, dans un premier temps. Ah bah, dans les statuts, c'est ça, c'est les exploitants concernés. Et les exploitants, pas les propriétaires. Non. Non, parce qu'on voulait défendre notre boulot, pas le foncier. Enfin, on était virés de notre travail, donc on partait sur cette base-là. Défendre le boulot, mais pas le foncier, c'est ça que j'ai entendu. Oui, non, mais on défendait notre travail, on était virés de notre travail. Donc, après tous les ouvriers, ils avaient des indemnités de licenciement. Nous, c'est là-dessus qu'on débarque. C'était pas le principal, c'était en général, bon, Notre-Dame, il y a beaucoup plus de fermiers que de propriétaires. Mais si dans un premier temps, non, mais on ne voulait pas que c'était que les propriétaires qui étaient indemnisés. Pourquoi vous ne vouliez pas des propriétaires avec vous? Si, on voulait, mais on voulait surtout défendre notre boulot, nous. Il fallait que c'était spécifique. Parce que après. Comme les ouvriers des Batignolles ou de Airbus, oui, on était. Non, il n'y avait pas Airbus à l'époque. D'accord avec tout le monde aussi. Non, mais parce que bon, on a été. On a participé comme beaucoup aussi au grève de Saint-Nazaire aussi. Hein. Alors l'ADK se met en branle à ce moment-là, à partir du moment où le plan est publié. Oui, exactement. Et quelle date c'est? Oui, par là, oui. Fin 73, les statuts de l'ADK ont été déposés fin 73. Oui. Ben, les pancartes ont été donc là, on est en 74. La ZAD 74. Ah, oui. Ouais. Et les pancartes ont été mises dans la foulée. Dans la foulée, tout ça, oui. On a des photos encore là, qui circulent, là, où on voit les paysans qui plantent des pancartes sur le bord de la route. Donc, il y a la fonce qui est là. Qui délimitait la ZAD. Toutes les limites de ZAD. C'est la limite de ZAD. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il a fallu, lorsque la réaction est venue, est-ce qu'il a fallu affronter un certain défaitisme? Après tout, c'est le progrès, et puis ça va amener de l'emploi. Bon, non, mais dans le sens, mais même nous, enfin moi, toujours, on n'était pas vraiment forcément contre le projet, il fallait qu'il nous prouve la nécessité. Si nous prouvait la nécessité, moi je le cite aujourd'hui, de toute façon il y a du monde partout. Toutes les terres sont exploitées. S'il y a vraiment besoin, eh ben, on ne veut pas l'envoyer chez eux non plus. Ça de toute façon, ça a toujours été ça depuis le début. S'ils nous prouvent que c'est nécessaire, eh ben, on ne veut pas le refiler aux autres. On ne va pas l'envoyer 50 km plus loin. Combien de fermes étaient concernées par le projet? Une centaine. Une centaine. De mémoire, je crois que c'est 128 ou 148. 148 148, oui, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est ça, qui avait au moins une parcelle dans la ZAD. J'ai retrouvé les statuts, enfin les premiers recensements de l'ADK, et c'était ça, quoi. 148 exploitations qui avaient au moins une parcelle dans la ZAD. En 74, quoi. 74. Quand on tape sur le site de l'INA, l'Institut d'Audiovisuel, au Château Notre-Dame-des-Landes, on voit un film où Notre-Dame-des-Landes, ça se réduit à
un homme assez âgé, un chien qui se balade dans la campagne. On a l'impression que c'est un désert, Notre-Dame-des-Landes. Quelle agriculture on y pratiquait à l'époque? N'oubliez pas de dire votre nom et prénom, si ça vous dérange pas. Tout le monde, c'était de la polyculture. Quoi. Tout le monde avait des vaches laitières, en gros. Il y avait sur la ZAD, je crois qu'il y avait un ou deux qui n'avaient pas de vaches laitières sur tout le nombre d'exploitations. C'était pas ce désert que montrait la télévision de l'époque. Bah, il y a toujours eu mon anatomie. On est dans le bassin laitier du canton de Blain et Ouais. Notre-Dame-des-Landes avait déjà sa laiterie. Le beurre de Notre-Dame-des-Landes, il est quand même bien de quelque part, quoi. Donc il est bien de Notre-Dame-des-Landes. C'est des terres qui conviennent bien pour faire de l'élevage, pour faire du lait, qui ne conviennent pas forcément pour faire des céréales, mais nos aïeux ont su valoriser ces terrains-là en élevant des vaches et voilà, en vendant du lait, et c'est comme ça qu'ils vivaient, quoi. Je crois qu'il y avait même 2 laiteries. Il y avait Oui, en la plus, coopérative, oui. T'as raison, et t'as celle raison. des Ardillères, Oui, qui était, t'avais raison, ouais. je ne sais pas à qui elle appartenait, mais moi, Un privé, Maurice Loret. connu fonctionner, mais je sais qu'il y en avait eu. Oui, oui, t'as raison, oui, oui, autant pour moi. Ouais. Julien. Faut y voir déjà à cette époque-là le problème de la désinformation de l'État par rapport à vendre son projet. Et c'était très clair que pour une grande partie des exploitants, c'est que c'était un message tronqué. On nous faisait passer pour presque des mendiants, des petites fermes sous-développées. Le nom de Notre-Dame-des-Landes, on le retrouve parfois dans la presse de Ouest-France, c'est des Landes. Donc ça veut dire ce que ça veut dire à l'époque. C'était la Brière, la Fétuque des Prés, tout ça. Rien de productif. Alors qu'en fait, on aurait pu montrer la laiterie de Notre-Dame-des-Landes, comme le dit Sylvain, s'ils avaient le choix. Mais le choix, il a été de montrer des vieilles soies à cochon avec les palis, des paysans déjà qui étaient à la retraite ou presque à la retraite, alors qu'il y avait quand même des jeunes sur le terrain. Mais pour moi, c'est ça qui a fait un démarrage de méfiance vis-à-vis de la population, c'est qu'on n'a pas montré le vrai paysage qu'on allait détruire. Et on l'a retrouvé tout au long de l'histoire, puisque même jusqu'à la fin, on a toujours eu des messages de la part de l'État pour minimiser la casse qui allait être faite. Et à ce moment-là, on est loin des problèmes environnementaux qu'on a défendus à la fin. Donc ça veut dire que lorsque le plan a été publié, il n'a pas été accueilli dans un milieu très favorable. On va dire que la population ou les paysans de Notre-Dame-des-Landes étaient très favorables à ce projet-là. Hein? Vous ne trouverez aucune trace dans la presse que la profession était favorable. Déjà à l'époque, les syndicats ouvriers, parce qu'on n'est pas loin de mai 68, ou qu'au niveau de la fédération des syndicats d'exploitants agricoles à l'époque, il y avait des liens qui étaient très forts à l'époque. On retrouve les traces de Bernard Lambert et d'autres paysans qui étaient en relation permanente. Michel Tarin, mais tu pourrais en causer pareil. Vous étiez en relation avec Nantes, tu n'étais pas arrivé là. Non, c'était là. Bon, Alphonse était en relation avec les ouvriers sur Nantes aussi. On a une partie, certains ici auront peut-être en mémoire René Loquet à la Mordaye, qui était dans Paysans en lutte à l'époque. Donc c'était un peu toute cette mouvance-là qui se retrouvait à contester politiquement le projet. Alors que le rôle de l'ADK, il était plus professionnel. Les paysans sont en première ligne pour contester le projet. C'est clair. Bah, ça touche quand même 1225 hectares, donc ça touche de la terre agricole et des moyens de production. Donc c'est quand même les premiers concernés. Alors assez vite quand même, il y a quelques ventes qui se font. Il y a des gens qui vendent quand même au Conseil général, qui achètent pour le compte de l'État. Et en même temps aussi, il y a des conventions qui sont signées pour maintenir des paysans sur les fermes. Non? Non, c'est trop vite ça. Oui, mais c'était plus tard? on avait installé l'AVEC,
Convention d'occupation Pour les temporaire. sans convention. Oui, oui, oui. Les conventions sont venues beaucoup plus tard. C'est après. C'est vrai qu'il y a des fermes qui ont été vendues parce qu'il n'y a pas de successeur, il n'y a pas d'enfants qui restaient, donc l'exploitant trouvait mieux de vendre au moins il trouvait un acheteur, donc il vendait la maison, les bâtiments, et puis un peu de terrain qu'il avait autour, et puis il achetait une maison dans le bourg, et puis il avait une retraite, quand on voit les retraites agricoles, et on va pas parler de la retraite aujourd'hui, mais déjà en ce temps-là c'était une catastrophe, donc les anciens exploitants trouvaient une solution, on vend, et puis comme ça au moins on est débarrassé, et puis après nous, la fin du monde c'est pas grave. Et donc il y en a oui, qui ont vendu assez vite, mais ça n'a pas été la majorité. Après, ces terrains-là ont été demandés par le département, parce que le droit d'exproprier, c'est la mairie qui l'avait, mais qui l'a rétrocédé au conseil départemental, parce que la mairie n'avait pas les sous pour acheter ces terrains-là. Donc c'est le département qui a pris en main le fait d'acheter. Et une fois qu'ils sont achetés, il avait des terrains, ils ne savaient pas quoi en faire. Donc ils l'ont proposé aux riverains, ou peut-être que les voisins ont demandé pourquoi qu'on ne les ferait pas. Et ça a été fait comme ça, quoi. Les conventions d'occupation temporaire sont venues un peu après, parce que quand il y a eu les problèmes à Hervé ou Joël Jiquel et tout ça, parce que là il y a eu des problèmes d'installation. Parce qu'il y avait des jeunes qui ont voulu s'installer à la suite de leurs parents, et là les préfets et tout, hors de question de vous installer là, vous le ferez pas. Moi je me suis installé en 83, le préfet m'a appelé pour dire mais monsieur Fresneau, vous installez pas, parce que vous aurez jamais remboursé vos prêts, que l'aéroport sera déjà fait, vous aurez tout détruit, vous installez pas, quoi. Et en 83, donc imagine dans les années 75, Hervé il a dû s'installer 78 dans ces eaux-là, par là. Il me semble bien que dans les années 75, il y a eu aussi de l'installation sauvage. Ah peut-être aussi, oui, peut-être. Voilà. Ça veut dire qu'il y a eu des bagarres à mener pour installer des paysans, des jeunes Ah paysans. après il y a eu des bagarres, oui, ça c'est sûr. Ouais. Il y a eu des bagarres, notamment pour Joël Jiquel, vous devez vous en rappeler, quoi. La problématique, c'est qu'il voulait s'installer, il voulait des prêts, mais comme il n'avait pas de bail, il n'avait pas le droit au prêt. Alors c'est un peu le chien qui se mord la queue, quoi. C'est comme il n'avait pas de bail, il n'a pas de prêt, comme il n'a pas de prêt, il n'a pas de bail. Donc il a fallu que le département fasse des conventions d'occupation temporaire pour qu'il puisse obtenir ses prêts. Non, mais pour s'installer, c'était pas évident non plus, parce que moi j'ai eu l'occasion, enfin, je suis allé avec mon collègue, mon ancien associé, on cherchait une ferme pour s'installer, puis on n'en avait pas, et il y en avait une à Notre-Dame-des-Landes. On est allé, c'était début 84, et en fait, mon collègue, lui, ses parents se sont fait exproprier sur des terres de Saint-Herblain, Orvaux, enfin par là, quoi. Et donc il savait ce que c'était que l'expropriation. Enfin oui, c'était à Orvaux, à l'entrée de Nantes, là, quand on vient de la route de Rennes. Et nous, on a fait le choix de ne pas s'installer à Notre-Dame-des-Landes, parce que pour nous, c'était une évidence qu'on allait se faire mettre dehors. Et on en a vu plusieurs fermes comme ça qui ne trouvaient pas de preneurs. Et notamment à Saint-Herblain, où s'est fait la grande salle de spectacle, là, le Zénith. Et il y avait l'ancien président de la Chambre d'agriculture qui avait sa ferme là-bas. C'était une superbe ferme avec toutes les terres autour, etc. Et là aussi, on a dit, non, c'est pas la peine, parce que si c'est pour se faire exproprier, comme lui avait vécu ça avec ses parents. Et je pense que c'était compliqué à Notre-Dame-des-Landes. Il n'y avait pas que sans doute l'État qui refusait, mais il y avait sans doute aussi moins de prétendants, sans doute, à moins d'être vraiment local, mais nous, on n'était pas de Notre-Dame-des-Landes, donc on n'avait pas l'histoire de la commune. Donc, première réaction après la publication du plan de l'aéroport. Oui, Julien. Ouais. Il y a un autre obstacle aussi, c'est qu'à l'époque, on était quand même avec pas de service d'eau, pas d'amélioration dans les bâtiments, dans les maisons, ne parlons pas des bâtiments d'élevage. On était en pleine évolution agricole, où que toutes les étapes étaient trop petites, il fallait faire des agrandissements, et les permis de construire étaient systématiquement refusés. Hervé Béziers, pour avoir son bâtiment, il a fallu que le maire de Vigneux, qui était conseiller général, Madame de la Ville-Marquet, fasse pression pour qu'il puisse avoir son permis de construire pour faire son écurie.
il y avait la double pression, c'est que pas de prêt pour les jeunes agriculteurs, pas de permis de construire. L'État, par le biais du conseil départemental, avait le droit de préemption pour les terrains où une grande partie des paysans qui étaient dans la ZAD étaient en grande partie petits propriétaires exploitants. Et comme vient de le dire Sylvain, les enfants à l'époque, avec des études, les enfants de paysans partaient à l'extérieur, c'était facile de trouver du boulot dans l'agroalimentaire, dans les coopératives, technicien à la chambre d'agriculture et patati patata, tu rentrais à l'aise là-dedans. Donc ça c'était facile. Et ces enfants-là demandaient automatiquement, quand les parents arrivaient à la retraite, à bénéficier d'un apport financier pour pouvoir faire éventuellement leur maison ou ailleurs. C'était un enchaînement. Et avec Alain, Alphonse, on s'était dit, il faut absolument qu'on occupe le terrain, parce qu'avec l'histoire de la zone d'aménagement différé, on veut en faire un désert. Et nous, déjà à l'époque, on regardait ce qui se passait sur le Larzac. Et on avait souvent des contacts là-bas. Et aussi, ici, on avait des comités d'action de soutien aux paysans du Larzac, et on faisait des échanges. Et à partir de là, on s'était dit, notre première action pour nous, à l'extérieur, c'est d'aider l'ADECA à ce que les terres ne tombent pas en friche. Ça, c'était une constante dans votre action. Garder du monde sur la ZAD, Ouais. garder du monde à travailler la terre. Oui. Pour que ça ne devienne pas un désert, qu'après la terre, il fallait absolument essayer de faire avec nos propres forces que l'espace soit occupé. Ça a été une des réactions à l'installation de la ZAD. Il y en a eu d'autres. En fait, quand on regarde la situation à l'époque, les seuls à vraiment réagir de plusieurs manières, ça a été les paysans. C'est pas le boucher du coin, c'est pas le charcutier, c'est pas le marchand de journaux qui ont bougé. Ce sont les paysans et eux seuls. Et de manière plutôt comment dirais-je, musclée, pas musclée, mais de manière assez active. Et pour cause, c'est Yves qui me racontait que de 68 à 78, il y a eu 110 conflits fonciers dans le département. Donc c'était une terre, c'était une région qui était riche de conflits. En mémoire, on en a listé quelques-uns qui sont sur le book qui circule actuellement, sur les livres qui circulent actuellement. Alors bien sûr, il y avait eu la commune de Nantes avec le travail en commun des paysans, des ouvriers, des étudiants, mais pas que. On a retrouvé les photos de Guichard, le baron Guichard, grand baron du gaullisme, emmené de force à la ferme du Drény. Il y a quelque chose à Alain. Il y avait la marche du Larzac, organisée par les paysans du 44. Puis il y avait la grève du lait. Là encore, dès qu'ils connaissent bien. Et puis il y en aura d'autres. Après, il y a Villemaraud, et puis il y aura Mésanger. Moi, j'ai l'impression, quand je regarde ça, je me dis, mais c'était une zone de rebelles, finalement. Les Notre-Dame-des-Landes étaient des rebelles. Ça vous choque si je dis ça? Non. Pas du tout, Alain. Vous êtes d'accord? Après mai 68, l'histoire de la Villemaraud, puisqu'on y était, c'est pareil, c'était une lutte pour le maintien de l'agriculture paysanne, quoi. Même si c'était peut-être pas tout le temps formulé comme ça à l'époque. Et puis voilà, c'était avec les gens de Plessé et des environs, on avait pris la décision d'occuper une ferme qui était restée libre, enfin que le propriétaire vendait l'herbe sur pied à un marchand de vaches. Donc, on avait décidé, bon, c'était un peu à la hussarde, on n'était pas... On agissait d'abord, on réfléchissait après, quoi. Mais donc on avait décidé, le groupe de Plessé, Garouette, Saint-Gildas, par là, à Vessac, d'occuper cette ferme-là. Ça s'est fait en avril 75. Bon, ça n'a pas duré longtemps, hein. La propriété foncière, les couverts publics, les flics nous ont très vite délogés.
Mais n'empêche que ça fait partie des actions foncières que tu citais, que sur le département de la Loire-Atlantique, il y en a eu plus d'une. Et rétrospectivement, on peut se dire, si le prix de la terre agricole en Loire-Atlantique, si le statut du fermage est a été encore à peu près respecté jusque-là, c'était un peu le résultat de toutes ces actions-là qu'il y a eu, oui, à Villemarou, à Mésanger, à Riaillé, à Chec-en-Ré, puis même avant, dans les années 60, je ne me souviens plus exactement, l'histoire des frères Olivier à la Chapelle-sur-Herbe, c'est pareil, qui avait été... bon, ça n'a pas été des victoires partout, loin de là, mais ça quand même, si on voit la différence du prix du foncier entre l'Ille-et-Vilaine ou le Maine-et-Loire et puis la Loire-Atlantique, c'était en partie grâce à ça. On ne s'est pas battu pour rien. On comprend mieux pourquoi ça a démarré au quart de tour, l'opposition à l'aéroport. Ben oui. Et comment dire, un terrain fertile. Ah oui. Oui. Moi j'ai une petite question que je voulais vous poser parce que je n'ai pas élucidé cette affaire-là. Je voulais savoir quel était le rôle de Bernard Lambert, grande figure du syndicalisme paysan. Quel était son rôle dans le dossier de l'aéroport? Parce que moi je vois peu ou pas apparaître son nom dans le dossier de l'aéroport et je voulais savoir s'il avait été impliqué ou pas. Alors, pour les plus jeunes, on rappellera que Bernard Lambert, agriculteur à Théier, est une des grandes figures du syndicalisme paysan. Disparu en 1984 dans un accident de voiture à l'âge de 53 ans, il a été de tous les grands combats paysans d'après-guerre. Il a fait beaucoup pour sortir le monde agricole du corporatisme et de la soumission. Il a écrit Les paysans dans la lutte de classe et a été élu député MRP en 58 à l'âge de 27 ans. J'ai pris ça là-dedans, hein. Un grand classique. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont connu Bernard Lambert, qui ont travaillé avec lui et qui peuvent nous dire quel a été son apport, son rôle dans le dossier de l'aéroport, la résistance à l'aéroport? Moi, comme il y en a qui vont peut-être prendre la relève, mais le premier qui nous en a parlé, que c'était lui, par l'intermédiaire d'Alphonse Fresneau et Joseph Fresneau, parce qu'ils se voyaient, c'était dans les mêmes âges, et les cercles de la JAC à l'époque. Donc un jour, comme il était en responsabilité au niveau de la région, de la fédération régionale du syndicat d'exploitants, et que c'était sous l'époque du livre blanc de Olivier Guichard, et il nous a dit, un jour, ça nous revient dans les oreilles que les gars à Notre-Dame, vous allez avoir quelque chose qui va vous tomber dessus. Pour le moment, j'arrive pas à savoir ce que c'est, mais dans le livre blanc, il y a un point sur Notre-Dame-des-Landes. Et on l'a su après, que c'était le fameux projet d'aéroport Notre-Dame. C'est lui qui vous a alerté. Disons qu'il nous mettait en éveil, qu'il allait sans doute nous tomber quelque chose dessus. Mais il ne savait pas trop, c'était assez discret. Comme toute l'information d'État à l'époque, le grand rôle de l'ADK, ça a été à la pêche. C'était la pêche à l'information. Parce qu'autrement, si on avait écouté que les médias de l'époque, c'était la pauvre agriculture qui est vouée à disparaître. Et puis après, le caractère, c'est vrai que Bernard Lambert, de par son action politique en plus du syndicalisme, nous permettait de sortir de notre bulle professionnelle et d'aller vers d'autres horizons. La grande passerelle entre la Loire-Atlantique et le Larzac, c'est Bernard. La marche, nous on était avec Alain, on était à faire la marche du Larzac, c'était tous les comités d'action locaux, cantonaux qui ont été mis en Loire-Atlantique sous son impulsion, et après la marmite commençait à bouillir, et automatiquement ça nous est resté qu'on avait toujours en toile de fond dans notre crâne ce qu'il allait nous tomber dessus, il fallait qu'on s'y prépare. C'était concomitant, là, c'était les mêmes années, la marche sur le Larzac et puis l'arrivée de l'aéroport. Oui, mais ça bouillonnait là-dedans tout le temps. Et ça bouillonnait sur le terrain aussi. Ah bah oui. Oui, la première opposition au Larzac, c'était 1972.
Est-ce que vous avez encore des choses à raconter sur les années préhistoriques là Les dinosaures. C'est vrai qu'il y avait un climat de révolte en Loire-Atlantique dans le monde paysan, ça c'est sûr qu'à l'époque il y avait ce climat de révolte. Ça n'arrêtait pas en fait. Hein. Oui, 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 La liste est impressionnante. complètement. En plus, il y avait de l'Arsac en plus. Mais déjà à l'époque, il fallait quand même qu'on se soucie d'occuper le terrain. Ne serait-ce que les maisons des anciens paysans qui étaient partis, à un moment donné, personne n'osait trop aller les demander. Bon, la Rolandière, par exemple, Sylvain et Brigitte, vous avez été dedans. Donc déjà, et c'est là qu'il y a eu les conventions, vraiment les conventions d'occupation précaire un petit peu avant, mais guère avant. Parce que Jiquel, par exemple, il en a été question, lui, il avait son caractère, comme d'autres ont le leur, il ne voulait pas t'entendre parler de convention. Il voulait avoir un bail. C'était louable, mais nous, on savait très bien que on ne pouvait pas en avoir de bail du fait qu'il y avait le problème de la ZAD. Et déjà à l'époque, on essayait plutôt d'essayer de biaiser pour... si on ne peut pas avoir une posture vraiment carrée, officielle vis-à-vis de l'État ou du pouvoir en place, on dit qu'il faut qu'on essaye de contourner la loi pour essayer de grignoter une petite sécurité. Et en fait, les conventions d'occupation précaire sont nées avec l'aide de la SAFER, de la Chambre d'agriculture, c'était Emmanuel Chariot, Henri Baron, qui était à la SAFER, à l'époque, il me semble. Enfin, tous ces gens-là ont apporté leur pierre pour faire plier le conseil départemental, qui était le propriétaire de ces fermes-là qui se libéraient. Et cette démarche d'installation qui est d'occupation précaire, ça a duré combien de temps? Ça a duré toutes les années 80 ou c'était limité aux années 70? On ne peut pas dire, ça était tellement fluctuant que c'était en fonction de la libération des fermes. Comme on était sur des petites fermes, ça ne posait pas forcément de gros problèmes pour les terrains parce que on était dans les phases de l'agriculture on s'agrandissait. C'était courant les fermes de 17 hectares. Hein. En 68, moi je me suis installé sur 17 hectares. Les surfaces d'installation, c'était 20 hectares. Bon, à l'époque, on a déjà triché. J'avais la chance de pouvoir m'arranger avec les parents pour récupérer, pour avoir les prêts. Mais n'empêche que sur la ZAD, c'était pareil, partout pareil. On avait un potentiel de travailleurs de la terre sur Notre-Dame-des-Landes qui était peut-être un peu supérieur à ailleurs. Mais il y avait du monde, il y avait des aides familiaux pas mal. Donc tout ça, ça n'apparaissait pas à l'époque, mais m'empêche que le résultat qu'on a eu en gagnant, c'est peut-être à partir dès le début, on a essayé d'occuper tout. Les maisons, c'était pareil. Si je peux rajouter, c'était une période où il y avait quand même vraiment beaucoup d'installations. Par rapport à aujourd'hui, il y avait plus du double, quoi. Et il était très difficile de trouver une ferme. Hein. Très difficile quand on n'était pas du milieu et qu'on n'avait pas de reprise familiale. C'était très compliqué. Hein. Donc effectivement, le foncier, personne n'avait envie d'en laisser comme ça partir. Hein. Bien, je vous propose maintenant de quitter les années 70 pour arriver aux années 2000, lorsque le projet est relancé par le gouvernement, par Jospin. Eh bien, en 2001, lorsque le projet est relancé, le paysage a bien changé. Les communes tout autour se sont urbanisées. Il y a une nouvelle population qui est arrivée, des ouvriers, des cadres, des ingénieurs, enfin un peu de tout. Et des comités ont commencé à se monter dans les communes. Je me souviens de Bien Vivre à Vigneux, Solidarité Écologie et d'autres. Il y a la CIPA aussi qui va naître assez vite. En fait, bon, les paysans ne sont plus les seuls opposants à l'aéroport. La question que moi je voulais voir avec vous, c'est en 20 ans, qu'est devenue l'ADK, première chose, et comment les paysans ont pris en compte cette nouvelle donne, à savoir, on n'est plus les seuls à se bagarrer contre l'aéroport, il y a du monde un peu partout, il y a des gens qui ne sont pas forcément comme nous,
comment s'est fait la jonction, comment s'est fait la mise en commun du travail entre la CIPA, par exemple, et puis l'ADK. Est-ce qu'il y a eu une méfiance des uns par rapport aux autres, ou est-ce qu'au contraire, tout de suite, vous avez trouvé un terrain d'entente? Parce qu'en fait, les premières manifs, elles sont venues très vite. Ça veut dire que ça fonctionnait bien, en fait, entre l'ADK et puis une association, et la CIPA et les comités locaux dans les communes. Il y a peut-être un élément à prendre en compte. Moi, je voudrais bien qu'entendre les nouveaux arrivés, les nouveaux qui sont arrivés sur Notre-Dame en s'installant. Je pense à Marcel qui est devant moi, qui est arrivé que l'aéroport, on n'y pensait presque plus. Et que tout frais installé avec Sylvie, et ben ça leur est tombé dessus aussi, quoi. Je ne sais pas si tu peux là-dessus faire la transition, parce qu'on est une soirée quand même plutôt paysanne, quoi. Oui. Alors, c'est arrivé en quelle année? Nous, on est arrivé en 99. Voilà, ça faisait 1 an qu'on cherchait une exploitation. On travaillait dans le sud de l'île-et-Vilaine. Et enfin voilà, en quelques mots, sur on va dire 25 propositions que l'on a eues, il y en avait une vingtaine qui venaient de Loire-Atlantique. Et seulement 1 ou 2 du Morbihan, 1 ou 2 d'Ille-et-Vilaine. Par rapport à l'image que tu donnais de la Loire-Atlantique, il y a aussi ça, quoi. De notre point de vue, nous, on a trouvé un département qui avait la volonté d'installer des gens, qui faisait circuler l'information, les dossiers, etc. Et c'était pas impossible de trouver de la place par rapport aux autres départements. Bloqués avec les histoires d'épandage de lisier, etc., où vraiment tout le monde mettait le grappin sur le foncier sans souci de maintenir le nombre d'exploitations. Donc voilà, nous on a visité un certain nombre d'exploitations et puis on est arrivé sur Notre-Dame. On avait un bon contact avec le possible cédant. Nous, on a été, comment dire, épatés par, enfin vraiment amoureux du bocage. Et voilà, ça correspondait bien à ce qu'on projetait nous comme activité d'une ferme laitière, voilà, avec de la place et des haies, etc. pour les animaux. Et donc, Jean-Yves nous a dit, on m'a dit de ne pas vous en parler, mais quand même, il y a toujours un projet d'aéroport. Donc on est allé voir les plans à la mairie, on a été voir les voisins, c'est-à-dire le GAEC de Sylvain et Brigitte, etc., avec qui, voilà, on a eu une discussion claire là-dessus, c'est-à-dire qu'il y avait un bout de temps qui ne se passait rien, qu'ils avaient fait le pari de rester, et voilà, donc... et je me souviens qu'en Ille-et-Vilaine, en cette année de 99, j'avais eu un article de presse qui disait « Le serpent de mer Notre-Dame-des-Landes va peut-être sortir », etc. Mais voilà, il s'était absolument rien passé. Et voilà, compte tenu de tous ces éléments positifs que l'on voyait, d'une reprise, comment dire, enfin qui nous convenait matériellement, donc nous on a fait le choix, on savait qu'il y avait un brin de Paris mais qui nous paraissait faible et on a fait le choix de s'installer. Par contre, il est intéressant de dire que l'administration ne voulait pas faire suivre les quotas laitiers liés aux surfaces possédées par le département. Donc il a fallu... voilà, enfin oui, il a fallu un peu d'agitation. Je pense que c'est la Chambre d'agriculture qui a surtout aidé. Et donc ils ont enlevé ces quotas, ces droits de production-là pour les reporter sur les surfaces en dehors de la ZAD. Enfin, sur les surfaces que nous, on allait exploiter, mais en dehors de la ZAD. Voilà la complication administrative que nous, on a eue par rapport à ça. Voilà, et puis ensuite, comme tout le monde, on a vu débarquer le projet. Et voilà, on s'est dit, on est dans le bateau. Voilà, dès qu'il y a eu des réunions de la CIPA, la première qu'il y a eu, on y était. La première publique de l'ADK, on y était, etc. L'ADK et la CIPA ont très vite trouvé un terrain d'entente. La CIPA, l'ADK, pardon, dans les années 80 à 2000. La CIPA quand même. Association. Une soirée paysanne. Oui, non, mais je me rappeler pourquoi. Pardon?
La CIPA, on traduit. Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport. Voilà, maintenant on peut y aller. Donc je veux dire que l'ADK pendant de 80 à 2000, c'était un peu un serpent de mer, quoi. Chaque élection on en parlait, mais ça retombait, le soufflet retombait aussitôt, quoi. Donc le bureau, les gens qui étaient dans le bureau, il y avait papa qui y était, et puis d'autres, quasiment tout le monde était en retraite en 2000, quoi. Et là, quand le serpent de mer s'est un peu sorti l'eau de la tête de l'eau, on s'est dit qu'il faut peut-être se restructurer correctement, quoi. Donc là, on a refait une réunion avec tous les gens que ça intéressait, et puis on a remotivé l'ADK, on a refait un nouveau bureau et on a relancé l'ADK. Et là, c'était en 2000, le 15 février 2000 de mémoire. Et là on a commencé par se compter, comme quand l'ADK s'est créé en 73, ils se sont comptés, et là on s'est compté pareil, combien qu'il y avait de personnes, toujours les exploitants, qui avaient de parcelles sur la ZAD, et on était 52 exploitants qui avaient au moins une parcelle sur la ZAD, en 2000. On est passé de 148 à 52. à 52. Mais ça suit aussi l'évolution de Ailleurs, pareil. partout ailleurs, quoi. C'était plus des fermes de 20 hectares, c'était 40, 50, voire plus. Donc voilà, les fermes s'agrandissaient. C'était pas... Ça rentrait dans l'ordre logique du département, quoi. C'était dans la moyenne du département. D'accord. Et donc à partir de là, nous on s'est dit... on voyait bien que les citoyens, parce qu'on peut parler de ça aujourd'hui, il y avait une volonté de bouger, de faire plus, et on s'est dit, bah nous, c'est pas notre boulot, nous, ADK, c'est plutôt défendre la location, défendre les terrains, mais faire des actions, tout, on veut bien aider, mais on n'a pas la possibilité du temps, on n'avait pas le temps, on n'avait pas les possibilités, peut-être intellectuelles aussi, de faire tout ce qu'a fait la CIPA après, quoi. C'était vraiment, la CIPA a pris une ampleur beaucoup plus importante. On a su garder, et en accord avec la CIPA, nous, la partie agricole, la CIPA faisait quasiment tout le reste, quoi. À savoir l'atelier citoyen, tout, c'est énorme ce qu'a fait. Mais nous, on a gardé la partie agricole et qu'on a défendu et qu'on continue de défendre. D'accord. Vous n'avez pas cherché à garder le monopole de la lutte, au contraire. Tu es incapable de le faire. Enfin, La CIPA, les citoyens étaient les bienvenus. Il faut faire tout le reste, effectivement. oui, voilà, ouais. Moi, je retourne vers la CIPA quand même. Pardon? Je retourne vers la CIPA, ou l'ancienne de la CIPA. Qu'est-ce que vous a apporté la présence des paysans à vos côtés? Une légitimité je ne sais pas. Qu'est-ce que ça vous a apporté de voir Je crois que la le DK combat avec de la vous. CIPA était aussi pour la défense des terres agricoles. Hein. C'était forcément ça, c'était le point commun qu'on avait. Et effectivement, nous, on avait les forces pour organiser les manifestations de ça, mais l'ADK a toujours été présente aussi pour tout ce qui est côté matériel. On a toujours travaillé de concert, donc ces deux associations ont toujours travaillé ensemble. Hein, Des presque naturels. Oui, on avait le même objectif en fait, D'accord. la défense de la terre. C'est là qu'est apparu quand même, au tout début, quand le projet est reparti, en 2001, où que la première action visible commune avec l'ADK et la CIPA, c'était de poser les pancartes aux limites de la zone sur les départementales, pour faire voir à ceux qui passent sur la fameuse 3 départementales qu'elle est coupée, les limites, visuellement, pour que les gens qui passent pour aller à Nantes, ou à l'aller comme au retour, ils s'aperçoivent que c'est là qu'il y aura un barrage un jour. Vous avez reposé des pancartes Oui. comme 20 ans plus tôt. Ben, les pancartes, ils étaient C'est les mêmes. disparus. Ah non, pas les mêmes. Et c'est là que politiquement c'est intéressant, c'est que la ZAD, c'était une vision uniquement du territoire agricole. Et que pendant ce temps-là, pour ne pas avoir d'emmerde, l'État, avec les maires tout autour, pour garder le soutien des mairies tout autour, ils ont laissé faire les permis de construire, l'urbanisation. On était la deuxième couronne de Nantes, c'était facile d'avoir du terrain. Quand on regarde l'évolution démographique de Vigneux, Grand Champ des Fontaines, Trélières, tout ça, et c'est là que
je dis que la CIPA a joué son rôle, et avec l'ADK, de faire une rencontre entre la paysannerie et les nouveaux arrivés. Et c'est là notre force, c'est que l'État aurait été malin. Ce qu'ils nous ont imposé à l'agriculture, de nous mettre sous cloche à l'époque, ils n'ont pas osé le faire pour l'urbanisation. Alors qu'un aéroport, après, ça nous a permis d'avoir des moyens de lutte par rapport aux couloirs aériens, par rapport au bruit, par rapport même à l'extension de l'aéroport, des zones industrielles autour. Donc l'union des nouveaux arrivés dans les communes autour, plus l'ADK, c'était la démonstration de force pour une lutte citoyenne. Mais alors, je répète, voilà, ce qui serait important, c'est que le monde agricole, ils disent comment ils ont vécu ça, quoi. Et comme Jean-Yves ferait arriver... C'est la question qui est posée. Je ne sais pas, moi, très rapidement, c'est vrai que la CIPA, ça a été naturel, quoi. Moi, je sais que sur le GAEC, Michel, mon collègue, lui, il était associé avec Michel Thérain. Michel Thérain était plutôt dans la lutte paysanne, et moi, je me suis retrouvé très rapidement plutôt dans la CIPA, quoi. Et je sais qu'au niveau du GAEC, ça fonctionnait un petit peu comme ça, quoi. Bon, mais c'est vrai que très rapidement, sur les communes, moi, je vois très bien, on a formé des groupes, quoi, et on a lancé la CIPA, et il y a eu des adhésions très rapidement, quoi. Puis on a mené des actions ensemble, on partait en voiture avec les tracteurs et tout le monde se retrouvait sur les lieux de rassemblement, de manifestation, quoi. C'est vrai que la mayonnaise a pris rapidement, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même l'ADK a gardé une spécificité paysanne? Oui, plus, oui. Bon, on va continuer. Parmi les actions que j'ai repérées, il y a celle du mois de mai 2012, lors de la grève de la faim. Moi, je garde un souvenir très fort de l'arrivée des tracteurs en centre-ville à Nantes. C'était vers midi. Il y avait combien? 200, 220 tracteurs. Il y avait une époque où il y avait du boulot à faire à la ferme, à l'exploitation. Il y a eu plus de 220 tracteurs qui ont déboulé en soutien aux grévistes de la faim. Et quand on regarde la progression du nombre de tracteurs dans les manifs, on se rend compte que de manifestation en manifestation, il y avait de plus en plus de tracteurs. Alors, peut-être que c'est une mauvaise analyse, mais on peut penser que ça voulait dire aussi que la mobilisation, la solidarité avec les anti-aéroports progressait dans le monde rural en général. C'est un baromètre qui vaut ce qu'il vaut, hein. Mais, moi, quand j'étais journaliste, j'aimais bien compter les tracteurs. Il y avait une corrélation entre le nombre de tracteurs et puis la manifestation elle-même, le nombre de participants à pied. Donc moi je me dis que en mois de mai 2012, la mobilisation elle va en augmentant en milieu rural. Qu'est-ce qui a favorisé cette mobilisation? Est-ce qu'il y a eu des événements qui ont particulièrement sensibilisé le milieu paysan? Est-ce qu'il y a eu l'action de syndicats ou autres? Comment on peut expliquer ça? Cette progression très forte, alors que la CIPA, effectivement, ça a explosé au niveau du nombre d'adhérents, dans le monde rural également, on voyait que ça progressait également de manière assez forte. Est-ce qu'il y a eu des événements qui ont sensibilisé particulièrement les paysans? Je veux bien y aller, mais là, je pense qu'avant, quand même, il y a eu le débat public, avec quand même beaucoup de réunions organisées par la CIPA, entre autres. Et je pense que ça, déjà petit à petit, l'information a circulé. Les gens se sont rendus compte que ça touchait quand même, que ça pouvait les toucher, plus ou moins. Et petit à petit, moi je vois au niveau du canton de Blain, Julien, Sylvie, Robert, les paysans de Notre-Dame, forcément ils parlaient mais nous on n'était pas loin, moi je suis de Bouvron, on n'était pas très loin de Notre-Dame, mais on a mis quand même un petit moment à réagir, quoi. Parce que petit à petit on a compris les enjeux. Il y a eu aussi le camp climat 2009 là, où ça commençait un petit peu, il y a des choses qui se passaient, quoi. Et
en même temps, dans les suites des années 75, il y a eu une évolution de l'agriculture. Et dans les années 2000, la bio s'est beaucoup développée dans le département. Il y a eu les systèmes herbagers aussi enfin, les systèmes évoluaient, quoi. Et ça, je pense que ça explique un petit peu. Copain, le Copain a été créé en juillet 2011. Si, en juillet 2011. Toutes les structures de Copain étaient soutenues par le département. Toutes ces structures-là étaient engagées dans ce qu'on appelle aujourd'hui la transition écologique. Et c'était une certaine mouvance paysanne dans le département, forte dans le département, quoi. Et par contre, petit à petit, ce qui était compliqué, c'était d'arriver à... On était tous soutenus financièrement, les structures étaient soutenues financièrement par le conseil départemental. Donc les paysans plus près de Notre-Dame c'était pas facile d'arriver à faire comprendre les enjeux aux paysans qui étaient de Châteaubriand ou du Sud-Loire. Il y avait eu le débat public qui avait commencé déjà à faire un peu évoluer les choses dans les têtes. Oui, sûrement. Hein. Moi, je pense que les réunions du débat public ont beaucoup contribué à... C'était à quelle année les débats publics? C'était 2004. 2003 et 2004. 2003 et 4. Fin Ah oui. 3, début 4. Mais après, il y a eu des actions. Je pense que petit à petit, à un moment donné, ça a commencé à se préciser aussi, hein, localement, quoi. Il y a eu, moi je me souviens, la première fois qu'on est venu en tracteur, il me semble que c'était pour les sondages là, au Préfailly. Ah ouais. Vol de terre. On n'était pas très nombreux, hein, on était peut-être 7-8 tracteurs. Mais petit à petit, ça a commencé à mobiliser un petit peu. D'ailleurs, le lendemain, les paysans qui s'étaient déplacés, ils ont demandé à mieux connaître le secteur. Donc Sylvain était venu nous rejoindre, il nous avait fait visiter un petit peu la ZAD. C'est des petits événements comme ça qui ont contribué à... Non, puis il y avait les prélèvements, ce jour-là, il y avait les prélèvements de terre qui étaient dans un camion, et il y a quelqu'un que tout le monde connaît bien qui s'est chargé d'ouvrir la porte par force, et tous les échantillons de terre, tous les prélèvements étaient mis hors course. Et c'est aussi, parce que je veux rebondir quand même sur ce que tu disais, Dominique, mais en 2012, moi c'était la fin de mon mandat d'ailleurs, mais j'étais président de la conf à l'époque. C'est l'année où on a vraiment dit on s'engage fortement dans la lutte contre l'aéroport. Une décision dans l'organisation. Ouais. Et donc là, on s'est mis d'accord avec toutes les structures avec lesquelles on était plus proche, c'est-à-dire le CIVAM, le GAB, il y a eu... Et puis là, ça a donné une force, ça a décuplé les forces en fait. Avant, ça a donné Copain, non? Oui, mais avant, oui, justement... Non, mais Copain n'existait pas pour moi. Mais, enfin, avant, il y a eu justement, ce qui était compliqué dans le département, c'est que on avait la chambre d'agriculture était gérée par était Confédération Paysanne. C'était la fin. Un certain nombre de nos interlocuteurs au conseil départemental, les vice-présidents, c'était des paysans syndiqués à la Confédération Paysanne, mais qui étaient membres du PS. Et donc, ce qui était compliqué, c'est que les responsables des différentes structures, le CIVAM, le GAB, la Conf, quand on en discutait, il y avait des craintes de se positionner fortement contre ce projet-là, parce qu'il y avait des enjeux financiers derrière pour chaque structure. Donc à un moment donné, à quelques paysans, on a décidé de créer on a proposé de créer un collectif, Copain,
Donc c'était plutôt des paysans du GAB et du CIVAM qui étaient à l'initiative de ça. Donc forcément, on a proposé à la conf d'adhérer à Copain. Et pour nous, c'était fondamental. Si la conf adhérait ou n'adhérait pas, ça changeait tout, quoi. Et le fait de créer Copain, c'était un collectif qui du coup, quelque part, ça a soulagé un petit peu les structures, puisque c'était un nouveau collectif qui se mettait en place avec des représentants de chaque structure. Ça a aussi permis de fédérer des paysans qui n'adhéraient pas à ces structures-là, mais qui par contre ont été très présents à la lutte, quoi. On rappelle que le Copain a été créé en mai 2011 et que c'était donc le collectif des organisations professionnelles agricoles indignées et qu'on y trouvait le groupement des agriculteurs bio, le CIVAM, Terroir 44, Accueil à la ferme, Manger bio 44. C'est ça. Alors, je reprends un peu le fil là. Il y a eu l'investissement, l'engagement très fort de la Confédération paysanne. Il y a eu la création de Copain. Puis il y a eu aussi des événements. Il y a eu la grève de la faim. Et c'est tout ça qui a contribué à faire progresser la solidarité en milieu agricole, en milieu paysan. Je pense qu'avant, il y a eu quand même... Il y a le débat public. Il y a eu le débat public, mais il y a eu aussi l'enquête publique. Il y a eu une manif, on est venu quand même... ça a été une des premières manifs où on est venu entourer la mairie. Et là, ce jour-là, ça a été assez violent. Parce que les chauffeurs des tracteurs ont été sortis pas très gentiment par les CRS. Et il y en a qui ont été fortement choqués par ça. Il y a eu beaucoup de gaz lacrymogènes ce matin-là. Les rues de Notre-Dame étaient... il y avait beaucoup de monde. Le tracteur de Sylvain a été embarqué. Et Sylvain également. Et moi aussi. J'étais en garde à vue. Pour violence volontaire sur force de l'ordre. Donc là, ça a commencé un petit peu à faire monter la mayonnaise. Ce jour-là, quoi. Ça fait réfléchir. Déjà, là, il y avait vraiment... on rentrait dans le concret, quoi. Il y avait un paysan de toucher directement, quoi. Et je pense que ça a fortement commencé à... Et dès le soir, il y avait une action pour que je sorte de ça. Chateaubriand là-bas, des geôles de Chateaubriand. Il y avait des tracteurs qui étaient là-bas, les gars de Chateaubriand étaient tous venus. Et les flics, je peux vous dire qu'ils paniquaient, ils disaient on va passer la nuit là, on se fait chier et tout. Je vous ai qu'à me lâcher, hein. Je sors et puis les gars ils vont s'en aller. Hein. Puis, donc au niveau de Copain, on s'était organisé par secteur. Et au cas où il fallait intervenir, on s'était vraiment doté d'une organisation, quoi. On avait des responsables par secteur qui, eux, après, contactaient les paysans localement. Le travail de Copain, l'investissement de Copain a permis de faire progresser la cause de l'opposition à l'aéroport en milieu rural. Et pourtant, vu d'extérieur, vu à mon niveau par exemple, comme observateur à l'époque, j'avais l'impression que Copain avait une image radicale, enfin plus radicale en tout cas que d'autres associations. C'était pas contradictoire ça? C'est l'élargissement de Copain, de toute façon, il amène forcément à ça. C'est sûr. Non, mais à un moment donné, à un moment donné, si dans une lutte, il faut être déterminé. On pouvait apparaître comme des gens radicaux, mais je pense que c'est parce qu'on était déterminés comme l'a dit Alain, à un moment donné, ce projet-là, pour nous, il était... je pense qu'à un moment donné, les paysans, ils ont compris
les conséquences d'un projet comme ça pour le département de la Loire-Atlantique, quoi. Ça a basculé là. De toute façon, c'était pas uniquement les paysans de Notre-Dame qui étaient impactés. Forcément, c'était eux les premiers impactés, mais c'était tout le secteur qui allait être. L'agriculture, si le projet se faisait, il n'y avait plus d'agriculture entre Nantes et Redon, quasiment, quoi. À plus ou moins long terme, quoi. Une prise de conscience qui s'est faite large. Ouais. Moi, j'étais pas du tout sur le territoire de Notre-Dame-des-Landes. Je me suis installée en 2011, secteur dans le pays d'Ancenis, enfin Joué-sur-Erdre, à côté de Nord-sur-Erdre. Et donc je connaissais pas du tout Notre-Dame-des-Landes, mais c'est vrai que sur la ferme de mes parents, il y avait du sable. Et le propriétaire a fait des carottages. Mon installation a été un peu compliquée parce qu'en fait, il y avait un projet de carrière parce qu'il y avait Notre-Dame-des-Landes. En fait, tout tournait autour de... C'est tombé à l'eau, mais en fait tout était prétexte dans ce département pour voilà, faire des projets en lien avec Notre-Dame-des-Landes. Aujourd'hui, j'ai changé de ferme, je suis sur la commune de Derval, je me suis installée sur une ferme où il y avait un projet de déviation qui était justifié par Notre-Dame-des-Landes. Donc cette année, ça vient de tomber à l'eau, on est très contents. Mais et je pense que dans un rayon assez large, Notre-Dame-des-Landes justifiait beaucoup de choses. Et en fait, moi, j'ai jamais été sensibilisée à la question de Notre-Dame-des-Landes. Je l'ai découvert la lutte plutôt par l'action du copain, les grèves de la faim et quand ça a commencé à chauffer sur le terrain. Mais Notre-Dame-des-Landes, j'en entendais parler, mais pour des choses plutôt concrètes sur la ferme de mes parents qui finalement était complètement hors zone. C'est une bonne illustration de ce que disait Dominique, à savoir qu'il y avait Notre-Dame-des-Landes et par ricochet, tout le monde allait être touché. Tout le monde allait être touché. L'immobilier prenait de la valeur autour de chez nous à cause de Notre-Dame-des-Landes. Il y a des gens qui sont arrivés à acheter de l'immobilier assez cher à côté de chez nous parce qu'il allait y avoir l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le domaine de Careil à Plessé avait été fait dans cette optique-là pour faire un lotissement haut de gamme pour le standing des pilotes de ligne, des contrôleurs aériens, etc., etc. Bon, ça a bien baissé de prestige depuis, mais bon. Cette prise de conscience qui est généralisée explique le nombre de tracteurs de plus en plus important dans les manifestations. Tout à fait. Pour résumer. Oui. Peut-être sur les différences. Nous, à DECA, on était unifiés par la géographie et la défense de nos propres intérêts, avec des postures syndicales ou politiques qui pouvaient être tout à fait variables et des visions de l'agriculture qui pouvaient être tout à fait variables. Alors que de l'autre côté, avec Copain, tu remets des gens qui ont une assez grande, même s'il y a des divergences de détails, mais qui ont la même vision, grosso modo, de l'agriculture paysanne, et c'est ça qui est mis en jeu. Voilà, et tu ajoutes que c'est plus facile de se mobiliser une fois tous les 3 mois que nous qui étions tout le temps un peu sur la défensive et sur le vécu. Et du coup, ça se complétait bien. Et, enfin, en tout cas pour nous, par exemple, ça donnait un autre sens à notre engagement. C'était clair que ce n'était pas seulement la défense de l'endroit, c'est que on était aussi pour défendre des valeurs qui nous convenaient bien et qu'on avait en commun. Et voilà, donc l'ensemble se complétait et donnait une résonance. Et bon, après 2012, la résonance, elle a été aussi nationale au niveau paysan. Pas seulement, voilà, Copain, c'était l'efficacité locale, mais tous les paysans de France savaient ce qui se passait à Notre-Dame-des-Landes quand même. Enfin, tous les paysans militants en tout cas. 2012, la grève de la faim, et puis l'opération César. Oui. Avant, pour moi, il y a eu des petits événements. Il y a eu une manif importante. C'était la mise en place le défrichement du sabot. Ah oui. On va y venir au sabot. Et là, il y avait la conf était présente, il y avait quelques paysans, mais pas énormes, mais il y en avait quand même. Il y avait surtout beaucoup de militants, on va dire. Il y avait peut-être, je sais pas moi, 1000 personnes, hein. Il y avait quand même du monde. Hein. C'est mai 2011. Les gens étaient avec des croissants, des fossiles, enfin pour défricher, quoi.
Mais ça a été fait dans la journée. Hein. Et ça avait été fait dans la journée, et ça, il y a déjà eu, c'était une prise de contact pour beaucoup avec les premiers zadistes installés sur le secteur, quoi. Et si bien que quand il y a eu l'opération César et la destruction du sabot, les gens ils sont revenus là. Hein, et les paysans du coin, nous, on y était aussi, quoi. Et c'est le premier convoi de tracteurs, enfin les paysans du canton qui sont arrivés ce jour-là. Sylvain, l'équipe, vous étiez à l'ensilage, parce que c'était très humide cette année-là, on s'en rappelle. C'était compliqué, l'ensilage, et il y avait, on était venus, les paysans du canton de Blain, on était peut-être, je sais pas, une douzaine de tracteurs, mais il y avait un convoi de Plessés qui était arrivé. Pour la première fois, il y avait des paysans d'un peu plus loin qui s'étaient mobilisés. Au sabot, on est d'accord, c'est bien ça. Oui, mais le jour de la destruction du sabot, donc là c'était déjà l'opération César. D'accord. Alors le sabot, on rappelle que c'est le 7 mai 2011, il y a environ 1 millier de personnes qui fourchent sur l'épaule ont répondu à l'appel de l'association Reclaim the Fields et ont défriché donc le lieu-dit, le sabot. Et effectivement, le sabot a été expulsé lors de l'opération César, il y a eu des affrontements, et là, il y avait des paysans qui sont venus en défense du sabot. Oui. Hein? Il y a même eu le soir, quand on est reparti, il y a un paysan de Plessés a failli se retrouver en prison, parce que aux Ardillères, en repartant, il nous avait obligés à tourner à gauche, alors que normalement c'était fait de Bretagne. Et sauf qu'il y avait le soleil dans les yeux, il n'avait pas vu, il y avait un CRS, il avait failli embrocher un garde mobile. Et là, c'est Julien qui était intervenu. On a été bloqué pendant un certain temps, le temps de parlementer. Mais tout ça, ça crée de l'émotion et des tensions. Et ça aide aussi à mobiliser, quoi, quelque part. Le sabot, ça fait partie des moments qui ont permis un rapprochement, ponctuel peut-être ou pas, entre les paysans et puis les nouveaux arrivants, ceux qui avaient répondu à un appel à venir s'installer dans la ZAD. Il y a eu des événements comme ça. Alors, le sabot, il y en a eu d'autres. Bellevue. Bah ça c'est après, Ça, c'est bien après. Saint-Azad. Bah, je pense que la manif de la grève de la faim, c'est quand même... Parce qu'il y avait l'ADK organisait des manifs quand même aussi. Ah bah oui. Où il y avait des rassemblements. Il y avait 50 tracteurs, des fois 70. Ouais, 68, on avait été les dernières contributions à l'enquête publique. Ouais, les dernières fois, on a été bloqués là, sur pendant toute la journée à Trélières. Là. Ouais. Et là, il y avait déjà... Sarko, ça. On arrivait déjà à mobiliser des tracteurs au-delà de la DK. Oui, oui, bah oui, oui. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que les gars de copains nous disent comment ils ont élargi la Loire-Atlantique à la région Bretagne-Pays de la Loire, puisque c'est un aéroport interrégional, et que copains, on a vu arriver des tracteurs d'un peu partout de la Bretagne et des Pays de la Loire. Comment est-ce que vous avez monté le truc? Par relation ou par affinité Dans les grosses manifs, il y avait des tracteurs des départements voisins. Et les Vilaines, les Morbihan. Est-ce qu'il n'y avait pas une organisation parce que moi je regardais, il y a Copain 44, mais il y avait Copain 56, il y avait Copain 85, 49. Donc il y avait une organisation au-delà de la Loire-Atlantique, c'est ça. Mais au tout début, en fait, ça s'est fait vraiment tout doucement. Et c'est un peu grâce à la CIPA, je pense. Parce que c'est au moment des rassemblements que la CIPA organisait, là, chaque année, il y avait beaucoup de monde qui se déplaçait. Et là, nous, on était présents, les copains, sur les derniers rassemblements. Et il y a des paysans de Vendée, d'Ille-et-Vilaine, qui étaient présents et qui sont venus, ils osaient même pas, ils osaient à peine venir nous voir, et c'est eux qui se sont manifestés, et les premiers contacts on les a pris comme ça. Et après on est allé, comme
les structures de copains de Loire-Atlantique, il y avait quasiment les mêmes structures dans les départements d'à côté. Donc après, on est allé faire on a fait des réunions où on a expliqué un petit peu les enjeux et où on leur a demandé leur soutien en fait. Alors il y a eu assez vite, il y a des paysans de Vendée qui ont été très très présents. Ils n'étaient pas très nombreux, mais ils étaient toujours là, quoi. Très très présents, à Bellevue notamment. Les paysans du Morbihan aussi. Du Morbihan, puis d'Ille-et-Vilaine aussi. Et surtout les tracteurs d'Ille-et-Vilaine, quoi, qui sont venus quand même plusieurs fois aux manifs à Nantes, quoi. Je pense même, je me demande s'il n'y en avait pas à Saint-Nazaire quelques tracteurs de... Souvent, ils venaient la veille, ils restaient à la vacherie, ils retournaient en voiture. Ils restaient 2 ou 3 jours, 3 ou 4 jours, les tracteurs. Des fois, certains mettaient leur tracteur, ils ne venaient pas forcément, mais ils mettaient à disposition leur tracteur et on se débrouillait pour le récupérer. Les tracteurs, c'est un peu la signature des manifestations anti-aéroport. Moi, je ne me souviens pas de manifestations anti-aéroport, dans les rues en tout cas, sur le terrain, où il n'y avait pas les tracteurs, avec tout tracteur de Sylvain en tête. Ah, souvent, ouais. Non, les copains avaient sorti des autocollants tracteurs vigilants, et qu'on a toujours sur nos tracteurs, on retrouve encore. Et ça, c'était une super bonne idée. Ouais. Les tracteurs étaient partout. On les a vus devant le palais du Luxembourg, on les a vus sur le périphérique, enfin un peu partout. Devant le Sénat. C'était sa signature, c'était aussi le thermomètre de la manifestation. Réussi, pas réussi. Où il sort au nom de tracteur. Reste que le tracteur, c'est pas seulement un outil pour manifester. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui. C'est aussi un outil de travail. Ouais. Alors moi, j'ai été un peu étonné à 2 reprises. À 2 reprises. D'une part, lorsque les tracteurs ont entouré la châtaigne avec les câbles d'acier, ils sont venus en défense de la châtaigne. Puis ensuite, une autre fois, plus tard, sur le périphérique, lorsque la plupart des manifestants étaient partis, puis il restait comme un détracteur, alors que les CRS arrivaient, c'était très impressionnant. Je me suis dit que ces jours-là, peut-être que ceux qui étaient restés ou qui avaient mis leur tracteur en défense ont pris des risques. Ont pris des risques pour leur outil de travail. Est-ce que je me trompe ou pas? Et qu'est-ce que ça peut traduire, ça? Ça traduit une application très forte? Ou bien c'est moi qui n'ai pas compris ce qui se passait? Enfin, moi, je crois pas. Hein. Évidemment, il y a toujours des risques, mais on n'y pensait surtout pas. On était tellement dans l'action en permanence. Quand on partait en tracteur, on partait en tracteur. Et puis, racontez-nous la châtaigne, comment ça s'est fait cette affaire-là? Alors la châtaigne, ça c'était une sacrée belle histoire. La châtaigne, en fait, moi je veux bien... La décision, comment vous l'avez prise? Parce qu'il y avait une pression qui était très forte à l'époque, les gendarmes étaient partout. Ouais, bah oui, mais ça s'est bien préparé. La châtaigne, en fait, il y a un ensemble de choses, parce que donc il y avait eu... à un moment donné, ils ont commencé à détruire non, mais d'abord les sièges, hein, les maisons. Et petit à petit, hein, ça s'est fait tranquillement. Mais ça, à un moment donné, quelque part, ils mettent les habitants, les gens concernés devant le fait accompli. En détruisant l'habitat, c'est violent, quoi. Et ça, je pense que ça a aidé aussi à la prise de conscience, quoi. Et donc il y a eu le sabot, mais après il y a eu aussi un samedi là, il y avait beaucoup de monde dans la forêt de Roanne, et ça avait été assez violent ce samedi là, très très violent, quoi, hein. Il y avait des gens qui avaient été descendus des arbres, il y avait beaucoup de blessés qui atterrissaient à la vacherie. Et ce jour-là, Sylvain, vous avez eu les vaches aussi là. Ah oui. Hein, le samedi matin là, qui avait été gazé. Ouais. Il a dit qu'il ne fallait pas les mettre là. Je dis, c'est là qu'elles vont aller aujourd'hui. Je vous avais prévenu. Bon, il ne faut pas le faire. Et les gendarmes, non, mais on va arrêter les vaches. Je dis, le gars qui est au milieu là, il faut qu'il se range, hein, parce que les vaches ne vont pas arrêter. Hein.
Bah, il s'est rangé, il s'est jeté dans l'air parce que les vaches n'arrêtaient pas, elles étaient folles, hein, étaient gazées. Elles ont été gazées, les vaches. Ouais. C'est pas terrible, hein, après. Moi, je me souviens, je suis arrivé à la vacherie, c'était un nuage de lacrymo. Et ce jour-là, bah, en fait, on s'est retrouvé avec Cyril et on a discuté et une demi-heure après, on repartait et on a prévenu tous les paysans, voilà, enfin ceux qu'on savait disponibles. Et le dimanche matin, on s'est réunis à 10h, pas très loin d'ici. Et on s'était donné rendez-vous à 16h, au Limambou. Et à 16h, il y avait, je sais plus, 40 tracteurs qui étaient prêts à... Et qui ont convergé, qui sont filés vers... Bah, qui sont à travers. positionnés autour de la châtaigne. Mais avant, il y avait eu aussi la destruction du rosier. On est venu avec une quinzaine de tracteurs de paysans du canton de Blain et de Vigneux, de Couéron, occuper, protéger la ferme du rosier, quoi, pour éviter qu'elle soit... La première maison qui a été occupée, hein, sur la ZAD. Oui. Et là, on a été quand même peut-être... je dirais pas loin de 15 jours quand même, les tracteurs présents. Avec des paysans qui se relayaient en permanence. Donc ça créait des liens aussi avec les zadistes. Ça a permis aussi aux paysans de mieux connaître un petit peu le secteur, de se rendre compte un petit peu des fermes. Et tout ça, petit à petit, il y a une prise de conscience, quoi. Et puis les gens ils comprennent mieux, quoi. Donc que des effets bénéfiques, et vous nous dites finalement on ne risquait pas grand chose. Vous n'y croyez pas si. Enfin quand il y a eu l'arrivée des pelleteuses là, enfin la chevillerie là, non mais au moment de au rosier à un moment donné, oui. Ce qui est assez marrant, c'est parce que faut se rappeler le contexte, parce qu'à un moment, donc il y avait déjà des maisons qui ont été détruites, il y avait une forte présence de garde mobile, et puis ils venaient, enfin il y avait des interventions, des fois ils venaient enlever les déblais, des maisons détruites, il y avait déjà beaucoup de zadis présents. Et il faisait courir des bruits par laquelle il y allait avoir une grosse intervention pour nettoyer tout le secteur, quoi. Et moi je me souviens très bien le jeudi là, il me semble que c'était un jeudi, les gens étaient un petit peu fatigués au rosier. Ça commençait à se relâcher, la vigilance. Et puis le soir, il y avait, comme par hasard, il y avait plusieurs fêtes d'organiser sur la ZAD. Et moi, je suis revenu au rosier à un concours de circonstances, parce que il y avait un CA de Biolay, là, à Safré, et il y avait une paysanne de Haute-Loire qui venait au CA de Biolay, chargée elle avait des vêtements, elle amenait des choses pour de la nourriture aussi, pour la lutte sur la ZAD. Et je suis revenu, et elle savait pas où déposer ça, et elle voulait voir un petit peu, donc je suis revenu à 19h à la vacherie, et là déjà il avait été question il y a quelqu'un, un voisin qui arrive en disant ils interviennent cette nuit. Moi je le connaissais pas, c'était un voisin, il savait, lui, il avait su. Et effectivement l'intervention, la grosse intervention a eu lieu dans la nuit. Donc on était quelques paysans au rosier quand ils sont intervenus.
Et à partir de ce moment-là, ben, on a contacté tous les paysans de Copain, qui se sont mobilisés, certains au pont de Cheviré, d'autres au pont de Saint-Nazaire. On s'était organisé, en fait, les paysans allaient, réagissaient chez eux, quoi, en fait, pour montrer que, par solidarité aux paysans concernés par le projet, quoi. Et à partir de ce moment-là, ben, ça vraiment, c'est ça qui a fait monter, qui a fait vraiment prendre la mayonnaise, quoi. Et après, bon, il y a eu la grosse manif aussi quand même, avant, de réinstallation, de réoccupation là. Parce que là, il y a eu, ce jour-là, il y avait quand même 400 tracteurs, hein, déjà. Qui n'ont pas, ils sont restés invisibles, hein, parce qu'ils n'ont jamais quasiment pas pu arriver. Ils n'ont pas décollé Ben, ils étaient coincés sur les routes, hein, ils ne pouvaient pas accéder, il y avait tellement de monde ce jour-là à Notre-Dame que les tracteurs n'ont. Enfin, ils sont arrivés, hein, mais tard, certains sont repartis. Et il y avait vraiment beaucoup de tracteurs. Il faut aussi se mettre en mémoire que la Châtaigne, c'était emblématique, c'était la reconstruction, la réoccupation, reconstruction de bâtiments par rapport aux anciennes fermes qui ont été détruites sans raison, sans urgence. Et que tout le monde avait participé, que ce soit les paysans, que ce soit les citoyens, à faire, et puis les zadistes, à faire cette réoccupation. Pour moi, ça coulait de source que les copains paysans ne pensaient pas à la valeur de leur tracteur quand ils l'ont mis autour de la Châtaigne. Quand on est parti dans un mouvement comme ça, je ne dis pas qu'on ne se contrôle plus, mais on est dans un engrenage où que c'est là où que l'amalgame se fait quelquefois par les journalistes interposés entre radicalité et détermination. Moi je dis, tout le monde, paysans, citoyens, on était déterminés à Notre-Dame à réussir. C'est ce qui s'est passé. Et là, moi je pense qu'à ce moment-là, on ne pense pas à la valeur du tracteur, on ne pense pas à sa santé. Il y en a qui l'ont laissé leur santé en cours de route. Donc ça dépasse ce qu'on peut imaginer. Mais m'empêche que ça a été un ciment qui s'est fait, et la force de Copain, telle que moi je l'ai ressentie en tant que paysan, ça a été quand ça a été pour défendre Bellevue. Et là, ce jour-là, moi j'ai dit, l'État ne peut pas passer sur le corps des paysans. Et par rapport à une mobilisation que nous, de notre côté, on faisait à la CIPA, avoir les tracteurs, eh ben, ça donnait un moral incroyable à tous les citoyens, à toutes les familles qui venaient. C'est un des grands apports des paysans dans le mouvement. À la Châtaigne, il faut voir un peu, les tracteurs, ils sont restés des semaines en fait sur place, quoi. C'est-à-dire qu'on faisait abstraction du tracteur qu'on avait amené. Donc souvent c'est parce qu'il y en avait un autre sur la ferme ou deux autres, mais suivant les cas. Mais il y avait quand même un outil qui n'était pas là, qui servait régulièrement. Et donc là c'était quand même un effort. Et ce qui m'avait surpris, c'est quand on était parti de chez Marcel, là, parce qu'on avait les tracteurs étaient stockés là de la veille, en fait, dans ton hangar, là. Et en fait, on est passé assez proche de CRS, là. Et en fait, ils ont fait ceux qui ne nous voyaient pas, quoi. Alors que c'était évident qu'ils ne pouvaient pas passer à côté, puisqu'il y avait le bruit des tracteurs, quand même. Et ça, c'est un truc qui m'a surpris, quoi. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui est un peu... Bon, moi qui m'a fait rire toujours. Donc on arrivait presque sur les lieux avec nos tracteurs, puis je reçois un coup de téléphone et c'était les RG qui s'inquiétaient de voir des tracteurs venir du sud franchir la Loire, quoi.
Et donc il me demandait si on avait organisé une manif à la préfecture, parce qu'à la préfecture il y avait une manifestation des élus contre, je ne sais plus le sujet de l'époque, mais il y avait un mouvement, puis il se posait la question, je dis ben non, je dis je suis pas du tout au courant, je dis à moi qu'ils aillent là-bas, mais je dis moi je suis pas au courant. Et on arrive juste après à la Châtaigne, et puis je dis je vais quand même l'avertir, parce que les tracteurs étaient arrivés aussi, les autres qui venaient du sud. Ah non, ils sont arrivés tard. Ils sont arrivés tard, mais enfin j'avais la certitude qu'ils allaient arriver toujours, quoi. Et puis là je le rappelle, puis je lui dis ah bah oui, je dis en fait ils sont arrivés là pour entourer la Châtaigne, quoi. Et là il rigolait pas beaucoup là. Mais moi ça m'avait bien fait rire toujours. Petite anecdote comme ça dans qui font du bien, quoi, des fois quand on est dans la lutte permanente là, parce que c'est vrai qu'on y passait pas mal de temps à l'époque là, hein. C'était la période la plus chaude en fait, quoi. Donc c'était quand même fort, hein, que presque une quinzaine de tracteurs viennent du Sud-Loire, quoi. La Châtaigne. À la Châtaigne. Ils sont arrivés vers 16h, enfin 17h, ils sont arrivés, il faisait presque noir. Ouais, ils sont arrivés. Ça fait des images qui ont marqué le dossier de l'aéroport, hein. Tous ces tracteurs enchaînés, ouais, avec les paysans qui étaient là, qui mettaient leur téléphone dans une bassine avant de se réunir ensemble. Moi, ça m'avait marqué cette affaire-là. Une réunion des pilotes des tracteurs, des conducteurs des tracteurs. Tout le monde a mis son téléphone dans une bassine pour pas donner les grandes oreilles. C'était des périodes aussi où il y avait du monde, enfin, les paysans se relayaient la nuit aussi pour garder à ce moment-là aussi. Mais j'ai jamais vécu tout ça. À la Châtaigne, on a été peut-être pendant 10 jours, 24 heures sur 24. Mais au Rosier déjà aussi. Je pense que ça aussi, c'était des expériences pour les locaux, je pense que vous étiez habitués, mais les agris qui venaient de plus loin, qui s'impliquaient, à un moment donné, comme on dit, ça renforce, je pense, la détermination. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai entendu des gens souvent se rappeler ces souvenirs-là, et en fait, je pense qu'une fois que tu étais dans la lutte, tu restais toujours avec le copain, mais il y avait des liens très forts qui se faisaient aussi au fil du temps, quoi. On a la réponse à la question. Une telle exposition d'outils de travail, c'était pas de l'inconscience, c'était la détermination très forte qui vous avait amené à cette extrémité-là. Voilà. Et en plus, on était sur nos terrains, si tu veux. Les tracteurs, ils vont dans la boue, ils vont dans leur truc. Eux, c'était pas du tout leur condition. Ils sont habitués à aller en ville, ils sont habitués à marcher sur du béton. Et là, marcher dans la campagne, ils étaient perdus, hein, les flics, les forces de l'ordre. C'était pas leur terrain, ça, ils l'ont dit bien assez après. Ils disaient, mais c'est le bordel chez vous, c'est trop humide et tout. C'est pas grave, ça. C'est une zone humide. Il fallait pas faire d'aéroport là. Ce qui a été important aussi quand même, c'est qu'on a été capable de se mobiliser dans la durée. Ouais. Et qu'il y a eu des décisions pas faciles à prendre, qui étaient quand même très radicales. Mettre en place les barricades, bloquer les routes autour de Bellevue, ça veut dire que délibérément, les voisins, les riverains, on savait qu'en mettant en place les barricades, on allait leur poser des gros problèmes, quoi. C'était quand ça? C'était lors de l'occupation de Bellevue? Oui. C'est ça? Et là, après, on a forcément, à partir du moment où on a mis les barricades, on s'est aussi, quelque part, on s'engageait à gérer tous les petits problèmes qu'il y avait, quoi. Les riverains, parce que certes, les cars ne pouvaient plus passer, donc les enfants, pour aller à l'école, c'était compliqué. Donc ça créait des tensions, hein. Forcément, c'était les paysans qui étaient en première ligne, hein, les paysans du coin, parce que eux, c'est eux qui avaient les coups de fil ou des... On rappelle Bellevue, occupation d'une ferme, et puis défense de la ferme en question, empêcher sa destruction. C'était
Bellevue, c'était le 27 janvier 2013. Et la défense avait été mise en place par Copain. Mais à un moment donné, on a compris qu'on était vraiment engagé dans une bataille de communication. Et ça, c'était, à un moment donné, c'était un petit peu la pression a monté, quoi, hein, et il fallait répondre à cette pression-là, quoi, hein. Et il fallait montrer qu'on était vraiment déterminé, quoi. Et à un moment donné, on a commencé par parce que la ferme de Bellevue, on savait que le paysan allait partir, donc on s'était préparé, hein. Les tracteurs, on avait amené des tracteurs pour loin, on était prêt à intervenir. Parce qu'on avait vraiment peur qu'ils détruisent ce siège-là. Alors que ce siège-là, c'était un des derniers sièges où il y avait encore des bâtiments. Quoi. Donc des bâtiments, et il y avait quand même... c'était tout un siège avec une centaine d'hectares autour, quoi. Donc c'était... si on arrivait à sauver ça, c'était pas mince, quoi, dans la lutte, quoi. C'est-à-dire que on avait une demande de récupération de quelques tracteurs parmi les 50 là. Donc un jour on a sorti les tracteurs et le choix a été fait par l'essentiel des propriétaires de laisser les tracteurs sur zone parce qu'ils pouvaient encore servir. Sur Bellevue, on savait que le fermier allait partir. Et autre élément important, c'est qu'on était en période de commission de dialogue, donc il était censé ne rien se passer de grave. Et il y a une maison qui a été libérée à Saint-Jean-du-Terre, et elle a aussitôt été détruite. Donc il était clair pour tout le monde que si Bellevue, il n'y avait plus personne, ça allait être détruit. Du coup, le lendemain, ou le soir, je ne sais plus, du départ de l'agriculteur, hop, les tracteurs se sont mis à Bellevue pour l'occuper. Et que ce ne soit pas détruit. Donc d'un premier temps, c'était déjà sauver ça. Et puis et tenir, sans savoir combien de temps ça allait tenir. Et puis au bout de, je ne sais pas, d'un mois peut-être, ça tient. Et puis il y a les terres autour. Et les réflexions ont commencé à s'articuler sur qu'est-ce qu'on fait à la fois du lieu et des terres. Il y a eu Saint-Jean-du-Tertre après. Il y a eu Saint-Jean-du-Tertre après. Et Et la Frosière. Quand on était à Bellevue, il y avait toujours des paysans présents à Bellevue. À un moment donné, on a eu la visite des huissiers aussi. Et là, ça complique les affaires, parce que quand l'huissier débarque, après on a été convoqué au tribunal à Rennes. Il y a eu des manifs du coup à Rennes où les tracteurs de Loire-Atlantique sont allés à Rennes, et c'est aussi pour ça que les tracteurs d'Ille-et-Vilaine après sont venus à Nantes. Mais tout ça petit à petit, ça fait que quelque part ça fait vraiment monter la pression, quoi. Il y a de la solidarité qui se met en place. Oui, parce que au niveau de Bellevue, c'est là qu'on a la démonstration des 3 piliers de la lutte, qui sont valables pour les paysans pareils. C'est que, il y a un moment donné, quand Dominique parle que les huissiers sont venus, s'est engagé un bras de fer juridique entre Vinci et les copains. Et c'est là qu'au niveau de la CIPA, on est intervenu pour leur donner un coup de main, au niveau des avocats, au niveau éventuellement pécunier pour payer les avocats. Et c'est là que la solidarité interne à la lutte, elle n'a pas de frontières. L'essentiel, c'était de sauver l'affaire de Bellevue, comme ça a été après pour Saint-Jean-du-Tertre. Et tous les acquis des alliances entre les citoyens et la profession, c'est là qu'on sentait que c'était fort. Et que les citoyens, ayant le monde paysan avec eux, je dirais, en exagérant un peu, ils ne se sentaient plus eux non plus. On dit on va y aller, et puis ça va y aller. Hein. À la limite, le monde paysan est rentré, grâce à Copain, de plein pied dans la lutte, en opposition, avec ses propres armes.
leurs outils de travail, le tracteur. Pensez à ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Si Vinci n'avait pas capitulé, et puis si l'État n'avait pas capitulé, je ne sais pas comment nous aurions arrêté. Ce basculement, tu le fais remonter à quelle époque à peu près? Ce basculement que tu viens d'évoquer, tu le fais remonter à quelle époque? Pour moi, le basculement, il s'est fait quand, avec Bellevue. C'est Bellevue. Hein. Avec Bellevue, pour moi. Il y a un événement qui ne s'est pas trop vu au moment de Bellevue, mais qui pour moi a été quand même important. C'est qu'un jour, par hasard, il y avait des pelleteuses qui faisaient les fouilles là, sur, sur le barreau routier. Quoi. Les fouilles préventives archéologiques. Voilà. Et à un moment donné, on surveillait, nous, comme on était présents, on surveillait un petit peu et on s'est rendu compte qu'ils arrivaient sur les parcelles de Marcel et Sylvie. Quoi. Et là, on était une dizaine de paysans à Bellevue et on a été obligé de faire tout le tour par le préfet, par chez Didier Landais. Et on est intervenu, on s'est opposé aux pelleteuses et aux gardes mobiles. Hein. On n'était pas très nombreux, on était peut-être 15 paysans. Et là, on savait qu'ils n'avaient pas l'autorisation de faire ça. Donc après, forcément, le juge est arrivé, on avait réussi à discuter. Et là, ce jour-là, les pelleteuses sont reparties et les gardes mobiles sont repartis. Et pour moi, ça a été déjà un moment très fort c'était un début de la fin. Ils ne sont jamais revenus faire les fouilles préventives archéologiques qui n'étaient pas terminées. Parce qu'ils avaient fait à la Freusière juste avant. Oui. Freusière, ça. Une remarque, on a beaucoup parlé des tracteurs, du nombre de tracteurs, et les paysannes et les paysans dans la lutte anti-aéroport, ça ne se limite pas au nombre de tracteurs, on est d'accord. Moi, je voudrais m'adresser à Sylvain, à Brigitte, à Marcel. Vous avez été les derniers paysans de la ZAD quand le tribunal a ordonné votre expulsion en janvier 2016. Il n'y avait plus que vous dans la ZAD. 4 familles, 4 exploitants. La question qu'on peut se poser de l'extérieur, c'est mais qu'est-ce qui vous a fait tenir aussi longtemps? Qu'est-ce qui vous a fait, comment dirais-je, qu'est-ce qui vous a poussé à aller jusqu'au bout de la démarche, jusqu'au bout de la résistance? Et j'ai envie de dire, jusqu'au bord du gouffre, parce que si le juge avait prononcé, le juge a bien prononcé l'expulsion, mais s'il avait prononcé également des indemnités financières de 1 000 € par jour, c'était la catastrophe. Hein. Vous étiez vraiment là au bord du gouffre. Qu'est-ce qui vous a fait tenir en toutes ces années? Brigitte. De toute façon, je pense que on n'avait pas, on n'a pas pensé à d'autres choix. C'est vrai qu'au moment où quand on n'avait pas le moral.
On avait dit, on verra. Ça n'a pas toujours été simple, on n'était pas toujours serein. Et voilà, on avait décidé qu'on attendait qu'on vienne nous chercher. On ne voulait pas partir de nous-mêmes. Voilà, ça c'était pour nous. Maintenant, enfin, pour nous, le moment difficile, le moment vraiment difficile, c'était début 2012 en fait. Où là, on n'était pas grand-chose et on se sentait seul parce qu'on était resté à 4 exploitations et on sentait le rouleau compresseur arriver, quoi. Mais après l'opération César, on était... Enfin, globalement, nous tous, on n'était pas n'importe qui, on était un caillou essentiel. C'est-à-dire que le terrain, c'était important que le terrain ne se vide pas de ses paysans, sinon tout le monde, enfin tout le monde pouvait être très gentil, il n'y avait plus rien à défendre, sinon on n'était plus là, quoi. C'est vous qui teniez la ZAD à ce moment-là, vous êtes les 4 derniers. On était un des pavés de la marque, mais pavés qui n'étaient pas négligeables. Donc c'était beaucoup plus facile à tenir. Je pense que, enfin, au moins pour moi, je pensais sincèrement qu'il y a un moment où les CRS allaient débarquer, on allait être mis dehors, ça me paraissait inéluctable. Mais c'est tout, depuis le début on tenait, et tant qu'on tenait, et on tenait tous ensemble, et ça valait le coup, mais moi j'avais pas du tout la certitude qu'on allait gagner, quoi. Le seul point difficile pour nous, c'était les enfants qui étaient trop jeunes pour que ça les concerne directement et qui du coup étaient fragilisés, quoi. Quand votre gamin qui a 10 ans vous demande si les flics débarquent cette nuit et demain matin, est-ce que je retourne au collège, etc. Et t'as beau lui garantir tout ce que tu veux, c'est quand même pas simple, quoi. C'était plus ça notre fragilité. Nous on voyait, voilà. Et effectivement, on avait confiance que nos vaches ne seraient pas malmenées. Bon, ben, peut-être que ça se passerait... Enfin, voilà, mais que... Pour nous, ce serait supportable aussi. Mais quand même, on n'écartait pas du tout le risque d'une intervention et qu'on soit sorti de là. Et c'est clair que cette histoire, bon, s'il avait fallu payer 1 000 € par jour, on aurait peut-être tenu une semaine ou je sais pas quoi. Enfin, c'était impossible, quoi. Et moi, j'ai ressenti comme très méprisant quand le juge, il a fait son topo devant les journalistes, là, qui étaient devant nous, donc on avait même du mal à entendre ce qu'il disait. On n'était plus qu'un objet, là. Et il n'en a pas parlé, quoi. C'est le journaliste qui lui demande, mais et les indemnités, etc. Ah, mais c'est des gens qui n'ont pas les moyens, j'ai pas demandé ça. Ah oui. Bon, ben on a de la chance, on n'a pas les moyens. Mais ça changeait tout pour nous, en fait. Qui demande ou qui ne demande pas, voilà. Est-ce que vous avez eu le sentiment, à un moment de temps, dans la lutte, d'être devenu, les 4 familles, là, un symbole? Vous vous êtes dit, si on lâche, c'est tout le mouvement qui s'écroule. Est-ce que vous avez senti sur vos épaules une responsabilité particulière? Oui, un peu quand même, parce que on était souvent devant les médias et on savait que stratégiquement, les 4 fermes, et qu'on voit bien sur la carte, c'était les lieux vraiment les plus stratégiques. C'était les pistes, c'était la tour de contrôle, c'était les 2 pistes. Et de toute façon, les journalistes ne se trompaient pas non plus. Ils venaient nous voir les uns les autres. Hein, et oui, on savait que si nous on partait, ça mettait en péril, mais ça aurait été une claque à tout le monde et on n'a pas le droit de se permettre ça. On n'avait pas le droit de dire, bon allez c'est bon, moi je lâche, je mets un genou à terre et je m'en vais. On n'avait pas le droit. On n'a pas le droit. Par rapport à tout le monde qui avait bougé, par rapport à copains, par rapport à tout ça, on n'avait pas le droit de s'en aller. Donc hors de question d'avoir un plan B, hors de question, puis voilà, on viendra ce qu'il pourra et puis on verra bien, mais on n'a pas le droit de s'en aller. C'était très lourd à porter. Il y a des fois que la charge était lourde, mais comme dit Brigitte, on était 2, nous on avait de la chance, on se soutenait, et puis la famille, les enfants, et qui eux aussi étaient complètement avec nous, et qui étaient souvent là en plus, donc ça nous a aidés, nous, ce qui était plus vieux que sur Marseille. Est-ce qu'on peut dire que les paysans et les paysannes ont été l'âme
de ce combat anti-aéroport. À partir de tout ce que vous racontez, là, c'est l'impression que j'ai, moi. Je vous pose la question, est-ce que vous avez ce sentiment-là également? Il y avait un respect, enfin moi je l'ai ressenti comme ça toujours, hein, je ne sais pas si tout le monde partage, mais il y avait un respect de tous les gens qui venaient vis-à-vis des paysans. Hein. Il l'exprimait souvent d'ailleurs, ce truc-là. Je ne sais pas si vous partagez. Il y a eu des moments compliqués hein, quand même, parce que l'opération César, la ZAD, à un moment donné, elle était inaccessible, quoi. Pendant plusieurs mois, quoi. Et pour nous, et pour les gens qui voulaient circuler. Ben oui. Non, on ne pouvait pas circuler. C'était tout le temps, il fallait tout le temps montrer patte blanche. On se faisait arrêter à tout moment, 5 fois, 6 fois dans la même journée. Et décliner votre identité, toujours. On était en relation directe avec la préfecture, hein, parce Wow. que Wow. moi, oui. Ouais. Parce que la bouse, j'avais son numéro perso, et puis bon, alors vos cow-boys, encore aux ordinaires, ils laissent pas passer le laitier là. Oh ouais, bah, c'est pas normal. Je vais les appeler, puis d'un coup le laitier montait, quoi. Et c'était la nuit, ça, parce que le laitier il passe la nuit. Alors chaque fois qu'il passait le laitier, c'était quasiment ça, quoi. On a de la chance que la laiterie a continué à collecter quand même, parce qu'il aurait pu ne pas passer et dire c'est trop le bordel, on n'y va pas. Et que les forces de l'ordre laissaient quand même finalement passer le laitier, quoi. Mais il aurait pu aussi couper comme ça, hein. Il aurait pu nous étrangler en ramassant plus l'air. Et là on était mort. Hein. Mais c'était valable pour le vétérinaire, c'était valable pour l'inséminateur, c'était valable pour tous les services extérieurs qui voulaient venir sur la zone. Le car scolaire ne passait plus, lui, par contre. Ah non, le car... Il y a eu un autre moment délicat, c'est quand ils ont décidé d'évacuer enfin, les gardes mobiles. Et là, ça a été très compliqué parce que nous, enfin, avec l'ADK, les copains, enfin, la CIPA, on avait décidé de réouvrir les routes, d'enlever les barricades. Et là, on s'est... Les jeunes qui avaient passé pour certains plusieurs mois là, sur les barricades, c'était leur barricade. Et, les trous qui étaient creusés sur les routes, on n'arrivait pas à les reboucher. Ça a été même, il y a eu des moments très très violents où on a été menacé de mort, certains. Il y a eu des actes. Il aurait pu avoir, ça aurait pu très mal finir. Copain à ce moment-là, pendant peut-être pas un certain, enfin pas mal de temps, on est passé de lieu en lieu sur la ZAD, discuter avec les gens et réexpliquer pourquoi on était là, nos copains, qu'est-ce qu'on défendait, l'importance de réouvrir les routes, de rendre les parcelles accessibles pour les paysans. Après, il y a eu les conflits aussi, les antispécistes, là, les divagations d'animaux. À la Gaîté, entre autres, il y a eu des barbelés de coupés, il y avait la pression hein, sur les paysans, la pression de l'intérieur, là, du coup. Mais après la victoire. C'était après l'abandon. Après l'abandon, ouais, hein. Après l'abandon. Pendant un mois, toutes les nuits, les vaches, les barbelés étaient coupés. Toutes les nuits. Barrière ouverte ou barbelés coupés. On n'a pas apprécié la victoire parce qu'on a toujours été emmerdés par ces connards, parce que j'appelle ça des connards. On a récupéré nos vaches chez Guy Lamis, là-bas, à 4 km. À 2h du matin. Ils n'étaient pas contents parce qu'ils perdaient leur tranquillité, quoi, leur petit magouille et compagnie, quoi. Mais bon. On s'arrête à la victoire. Ce qui se passe maintenant, on ne traite pas. Je voulais vous demander, est-ce que ce combat de long, difficile, il vous a changé? Et est-ce qu'il a modifié votre rapport aujourd'hui au territoire où vous habitez, votre façon de travailler? Dit autrement, est-ce que ce combat a tissé des liens entre vous et le territoire?
Des liens particuliers. Oui, mais c'est des liens qu'on avait déjà sans doute. Ça les a renforcés, mais c'est des liens familiaux. Moi, je suis la 5e génération, donc les liens, on les avait déjà. C'est pas l'aéroport qui m'a fait aimer le milieu. Je l'aimais déjà d'avant. C'est pour ça que je l'ai défendu. Après, oui. Après la façon de travailler, on avait déjà cette façon de travailler. On n'avait pas le droit de passer bio parce qu'il y avait l'aéroport, donc il faut 5 ans de visibilité quand on s'engage en bio et on n'avait pas les 5 ans, donc on a été refusé de passer en bio. Dès que ça a été fini, on est passé bio, quoi. Mais c'était notre philosophie dès le départ, quoi. Donc, je sais pas, j'ai tout le temps connu, je me suis installé en 83, c'était déjà à l'aéroport et je prends ma retraite bientôt et c'est fini quand même, mais j'aurais passé quasiment toute ma carrière en lutte, quoi. Marcel, Julien, Nous, on avait un problème, c'est que tout le monde croyait tout le temps qu'on était en bio. Donc un jour, il a fallu se conformer à l'image quand même. C'est à cause de la barbe peut-être. Mais après, nous, nos enfants ne resteront pas agriculteurs, donc tu vois, le lien au territoire, on restera pas très loin de la zone pour notre retraite. Enfin, en tout cas, c'est prévu comme ça aujourd'hui. Voilà quoi, mais oui, on aura passé quand même autant une vie de rebelle, de combat, etc., qu'une vie d'agriculteur. Marcel, qui n'est pas né ici, oui. contrairement à d'autres, il a pris racine dans le territoire. C'est ce que je... Très bien. Moi j'ai envie de dire, on a tissé des liens très forts avec les jeunes qui se sont installés sur ce secteur, quoi. Et parce que on avait vécu à peu près la même chose en 1975. Et en plaisantant, des fois je dis qu'on a été les tout premiers des zadistes à une époque où ce mot-là n'existe pas. Aujourd'hui, il est dans le dictionnaire. On en est un peu fiers quand même, et puis on a gardé de très bons contacts avec certaines familles, des gens qui ont l'âge de nos enfants, quoi. D'ailleurs, certains ont été stagiaires chez notre fils pour leur processus d'installation. Alors, on est quand même assez fiers de ce qu'on a fait. Cette période-là, ça a été aussi une confrontation avec plein de mondes différents, quoi. Et avec les zadistes, entre autres, quand on était à la Châtaigne, puisqu'on était présent en permanence, forcément on a appris à mieux se connaître, quoi. Et ça a été des fois riche, mais des fois ça a été très tendu, hein. Moi je me souviens d'une réunion à la Châtaigne où, avec les antispécistes, on devait être 2 ou 3 paysans et il y avait peut-être 80 personnes à la réunion. Et là, quand les paysans ont commencé à expliquer ce qu'ils vivaient avec leurs vaches, les jeunes, les jeunes qui étaient très jeunes, hein, certains avaient moins de 20 ans, beaucoup, ils n'avaient jamais entendu parler des paysans, de la relation, enfin faire naître un veau. Et quand ils entendaient les paysans expliquer un peu tout ça, la difficulté aussi à faire monter la vache dans l'abattoir, dans le camion pour aller à l'abattoir, je pense qu'il y en a, ça fait réfléchir aussi. Et à cette réunion-là, il y avait un antispéciste qui était très très remonté. C'est les jeunes qui l'ont fait sortir, parce que ça devenait plus possible de discuter, quoi. Il y a eu un gros travail aussi des naturalistes quand même, qui
qu'on montrait, enfin, on peut pas regarder enfin, ils ont vraiment, avec tout leur travail, le recensement qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont pu mettre en évidence, c'est évident qu'on ne peut pas regarder tout est lié, quoi, en fait. Et les naturalistes ont beaucoup, je pense, ont contribué à faire évoluer tout ça, quoi, la prise de conscience. Et Bellevue, la ferme de Bellevue, elle est assez remarquable, puisque le chemin de Suez, il est à la limite de 2 bassins versants, quoi. Et la ferme de Bellevue est juste sur le chemin de Suez. Et il y a un endroit, il y a une parcelle où il y a plein de sources, et avec des mares qui communiquent entre elles, quoi. Et là, on voit vraiment bien ce que c'est le haut d'un bassin versant, quoi, en fait. Et l'importance des zones humides, on pouvait vraiment prendre conscience là sur la ferme de Bellevue de l'intérêt des zones humides, quoi, et comment ça fonctionnait. Et les naturalistes, ils avaient bien compris vraiment l'évidence de ce milieu-là, quoi. Et c'est là qu'on a emmené la préfète visiter, parce qu'elle voulait absolument voir les zones humides et visiter la ZAD, une fois que tout a été réglé. Je demandais tout à l'heure ce que ça nous avait apporté. Moi, je crois que on a regardé notre nature avec de nouveaux yeux quand on a su qu'on pouvait la bétonner. Et moi, je prenais souvent, et même Sylvain, on le disait, hein, on prenait du temps, on s'arrêtait pour regarder autour de nous ce qu'on avait, ce qu'on ne faisait pas avant. On était toujours en train de courir à droite, à gauche, à faire des choses. Et ça nous a appris à nous poser et à prendre le temps de regarder ce qu'on avait. Bien. Je crois qu'on va arrêter là pour ce soir. Voilà. Oui, je vous en prie. Qui sera peut-être pas en effet à développer ce soir, mais je trouve quelque chose qui serait quand même aussi intéressant de témoigner pour ceux qui l'ont accompagné. J'imagine que ça n'a pas été simple tous les jours, mais c'est dans l'après Notre-Dame-des-Landes, c'est tout le travail qui a été fait, notamment avec les jeunes sur la zone, pour se mettre en conformité, demander des autorisations d'exploiter. Enfin, il y avait beaucoup de stratégies, de conflits aussi, je pense, et puis en même temps un émerveillement aussi devant la capacité qu'ont eu des jeunes qui étaient sur zone depuis longtemps, mais qui n'étaient pas du tout issus du milieu agricole, de comprendre les rouages administratifs agricoles pour demander des autorisations d'exploiter tout ça. J'ai suivi ça, enfin je le voyais de loin, parce que je ne m'occupais pas de ce dossier-là, mais j'ai vu voilà, des paysans du copain quand même accompagner ça, et je pense que c'était quand même assez fort aussi dans l'après Notre-Dame. D'aller dans le camp du copain. Voilà, je vous remercie. Je veux simplement dire que les témoignages, les anecdotes et les récits qu'on a entendus ce soir confortent l'image qu'on a d'une lutte paysanne profondément enracinée et dans le territoire, et dans l'histoire également de ce territoire. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à ce recueil de témoignages. Merci à toi pour l'animation.